C'était une fois dans le Luberon, quelques années avant la Révolution, un fabricant de boissons nommé Jean-Étienne Astier. Cet homme perspicace remarqua que la couleur laissée par le sable du pays était de très grande qualité, quasi indélébile. Il décida d'exploiter l'ocre très abondante autour de Roussillon, son village, pour en faire de la teinture. De l'ocre, ce n'est pas ce qui manque dans le bassin d'Apt. Elle abonde en plusieurs endroits, à Roussillon bien sûr, mais aussi à Villars, à Gargas, à Rustrel. En France, on en trouve un peu en Bourgogne et dans le Gard. Il paraît que dans le reste du monde, il n'y en a pas tellement de cette terre rouge ou jaune. Pourtant, les auteurs de l'Antiquité parlaient de poudre colorante, presque magique, extraite de terre pourpre, dont on s'enduisait rituellement le visage lors de certaines fêtes. Cette couleur, les Grecs l'appelaient ochra. Par une terre d'ombre et de rampes sanguines, nous retournions aux rues. Le timon de l'amour ne nous dépassait pas, ne gagnait plus sur nous. Tu ouvris ta main et m'en montras les lignes. René Char, le banc d'ocre. Donc, en 1785, Jean-Étienne Astier dépose auprès du consul de Roussillon une demande de brevet de fabricant d'ocre. Fabriquer de la couleur d'ocre, c'est simple. La technique rudimentaire de cette industrie s'est perpétuée jusqu'à nos jours. On commence par extraire le minerai à ciel ouvert ou en galerie. Longtemps, ce fut à main d'homme que l'on a tiré le sable ochrifère. Maintenant, à Rustrel, on pousse le sable avec les engins de notre temps. Mais pour laver ce minerai, pour séparer l'ocre de la terre et du sable, la technique est toujours la même, enfantine. Alors ce geste, c'est une source qu'on capte à la hauteur, vous voyez, c'est ce qui fait qu'on a de l'eau pour la journée, à pression, par gravité. Voilà. Voici Roger Arnoux, dernier laveur d'ocre du Colorado provençal. Ocrier. Ocrier. Le métier ocrier. Oui, je touille parce qu'il y a des endroits où elle s'arrête. Dans la carrière de Rustrel, pendant 6 mois, de septembre à mars, il dilue l'ocre. Ça descend dans les ruisseaux. Et en bas dans le ruisseau, j'ai un barrage de décantation, un petit barrage. Et de là, alors, ça vient au bassin. Quand ça arrive au bassin, c'est l'eau pure. Et puis après, alors, on laisse évaporer l'eau. Quand l'eau est évaporée, c'est comme du beurre, vous voyez. Disons une pâte comme du beurre. On tire des traits dessus à l'aide du carrelet. C'est une planche avec 4 clous. On tire à l'aide d'une corde. On tire les traits. Du moment que les traits tracent sur l'ocre, ça pend jusqu'au fond, vous voyez. Et après, alors, bon, ben, quand c'est sec, au bout de X jours, parce que tout dépend du temps, on la met en mur pour le séchage. Alors en mur, là, il faut compter encore 40 jours de beau temps pour sécher les murs d'ocre. Après, alors, avec le tracteur, on remorque, on redescend à l'usine, on la stocke. Et à l'usine, après, c'est broyé, micronisé. C'est micronisé, alors là, le sort du microniseur impalpable, vous voyez. Et ça part, alors on l'emballe, on la fait des sacs de 25 kilos. Quoi. On ne peut s'empêcher d'évoquer la période de grande prospérité. C'est un tonneau, oui. Un gros tonneau, puis un petit. Le petit qu'on appelait ça le morpion, vous voyez, en termes de métier. Et puis le gros, alors qu'il variait de poids. Le gros, on le damait, on y en mettait le maximum, on le pesait, chaque tonneau était pesé, il avait son poids marqué dessus, vous voyez. Ce fut l'âge d'or de l'ocre, une période de grande prospérité entre 1880 et 1914. Les entreprises se multipliaient, les dynasties d'ocriers battaient le haut du pavé aptésien. Le commerce des ocres a pris des proportions colossales et c'est par 1000 tonnes que se chiffre le débit de cette poussière jaune qui va porter nos couleurs aux 4 coins du monde. On mettait de l'ocre partout. Sur la façade des maisons, bien sûr, mais encore sur les fromages, dans le papier, dans le caoutchouc et dans des matières modernes de l'époque comme le linoléum. C'était le triomphe de l'ocre du pays d'Apt. À partir des années 20, la perte successive des marchés et le développement des colorants synthétiques vont ruiner l'industrie de l'ocre en Luberon. Les usines ferment les unes après les autres. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la production de l'ocre en pays d'Apt est pratiquement nulle.
Heureusement, l'architecte d'aujourd'hui a su renouer avec la tradition. En lui apportant des applications modernes, il ouvre de nouveaux horizons à l'industrie de l'ocre. Et puis, parmi les usages de l'ocre, il ne faudrait pas oublier celui des origines, le grimage rituel, appelé aujourd'hui maquillage, ressortissant de l'importante industrie cosmétique.